Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur l'art de la création du contenu en ligne. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Avant de commencer, ceci c'est l'agenda pour aujourd'hui. Avant de commencer, je vais profiter de l'occasion de vous présenter notre département, le département e-handwerk. Après, Monsieur Maillard va faire une introduction sur l'art de la création de contenu en ligne. Et après, nous avons des témoignages de trois entreprises artisanales, de Madame Zibenalla, Monsieur Tain et Monsieur Demer. Donc, notre service, comme service e-handwerk, nous avons trois activités principales. La première, c'est le conseil individuel. Nous organisons tout au long de l'année des ateliers comme celui d'aujourd'hui. Et nous rédigeons aussi d'articles et d'autres informations sur les différentes thématiques de la digitalisation. Donc, comme mentionné, une de nos activités, c'est le conseil individuel, c'est-à-dire que nous visitons les entreprises artisanales pour les informer sur les différentes possibilités de la digitalisation et expliquer les différentes aides financières disponibles aux entreprises. Normalement, nous allons dans les entreprises, mais à cause de la crise sanitaire, nous faisons maintenant les rendez-vous par visioconférence. Euh, le tout dure plus ou moins 1 heure et il n'y a pas de frais supplémentaires pour vous parce que c'est déjà couvert par vos cotisations à la Chambre des métiers. Après, nous organisons tout au long de l'année différents ateliers et conférences. Notre prochain événement sera le salon virtuel Let's Be Digital. C'est un salon virtuel d'une journée dont vous pouvez rencontrer des partenaires pour des projets numériques ou des prestataires qui vous proposent des solutions digitales. Mais il y a aussi des webinaires tout au long de la journée dont vous pouvez participer. Ce seront en français et en allemand. Et le 18 mai, nous avons un webinaire sur les factures électroniques et le 16 juin sur le conseil virtuel. Après, comme déjà mentionné, nous rédigeons aussi d'articles, des fiches pratiques, des checklists et d'autres informations qui peuvent vous aider avec la digitalisation de votre entreprise. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet qui est www.id.lu/ehandwerk. Voici encore une fois notre site internet. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la digitalisation ou si vous souhaitez avoir un rendez-vous individuel avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais aussi maintenant donner déjà le mot à Monsieur Maillard pour son présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, je devrais être poli. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Carmen pour cette introduction. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'imagine que oui. Je vais tout de suite lancer le partage de mon écran et on va pouvoir commencer. Donc, on est parti pour 25 minutes. Alors, on m'a demandé, Adrien et Carmen m'ont demandé de parler de l'art de la création de contenu. Je sais, je suis en train de partager mon écran. Ne t'inquiète pas, Carmen, je vois déjà à ta tête que le voici. Voilà, on voit maintenant mon écran et je vais même le mettre en tout grand. Donc, comme je le disais, euh, Carmen et Adrien m'ont demandé de présenter, de parler de l'art de la création de contenu en ligne en 25 minutes. J'ai d'abord rigolé, mais j'ai accepté de jouer le jeu. Fatalement, on va pas pouvoir tout explorer. Pour être tout à fait honnête, ça fait 10 ans qu'avec mon équipe, on s'occupe de créer des contenus en ligne et on n'a certainement pas encore tout compris. Euh, Néanmoins, vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est vous donner des premières pistes. Et pour moi, la première brique d'une création de contenu efficace sur Internet, c'est de se poser la question, oh pardon, de se poser la question du parcours d'achat de ses clients. Ok. Euh, et j'aime bien commencer par là parce que bien souvent, on a du mal à savoir mais quel contenu je vais faire, où est-ce que je vais aller les poster, quel format est-ce que je vais faire, est-ce que je vais faire de la vidéo, est-ce que je vais faire du texte, est-ce que je vais faire un texte de 100 mots, est-ce que je vais faire un texte de 5000 mots.
Et j'aime bien commencer parce que la base, la rhétorique, la théorie, souvent nous emmène vers ce qu'on appelle le modèle AIDA. Ok. Le modèle AIDA est un modèle de marketing créé en 1898 ou 1898, je suis bilingue. Et c'est quand même fou de penser que c'était créé avant la Forte T. Et ce modèle, il dit que pour faire du marketing, en fait, pour faire de la communication, il faut d'abord générer de l'attention. Puis une fois qu'on a l'attention de son audience, on va générer de l'intérêt. Une fois qu'on a de l'intérêt, ben, on va créer le désir et on va mener les gens à l'action. Cependant, quand on pense de la sorte, à mon humble avis, surtout aujourd'hui, on oublie complètement de penser à notre audience qui a changé depuis 1898, qui a même terriblement changé depuis 1898. Et, et, et elle a tellement bien changé que Henry Ford, justement, je parlais de la Forte il y a un instant, il disait à la sortie de la Forte que le consommateur peut choisir la couleur qu'il veut tant que c'est noir. Hein, on parle de modèles de marketing qui, à l'époque, étaient basés là-dessus. C'est-à-dire que c'était la personne émettrice du message qui avait le contrôle. C'était la personne qui parlait, le vendeur, l'entreprise, qui contrôlait complètement la communication. Et, et aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, ces modèles ne marchent plus. Et si je vous demande de vous asseoir, de réfléchir 2 secondes et de vous dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais créer comme contenu pour attirer l'attention? Qu'est-ce que je vais créer comme contenu pour générer de l'intérêt? Euh, L'attention des contenus sur Internet, on en voit tous les jours des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers. On est soumis tous, l'un chacun, selon nos habitudes, mais on est tous soumis à des messages qui essayent d'attirer notre attention. Et clairement, pour créer des contenus à valeur ajoutée pour votre entreprise, il va falloir réfléchir autrement. L'idée n'est plus aujourd'hui, à mon sens, d'essayer de crier plus fort que les autres ou de créer un contenu ou un visuel qui va être plus brillant que les autres, qui va flasher dans tous les sens pour justement attirer cette attention. Euh, on va plutôt se dire, et si je crée les contenus qui vont ajouter de la valeur ajoutée à mon audience? Déjà, parce que l'audience a pris le contrôle. Aujourd'hui, peu importe votre secteur d'activité, je peux dire, je pense sincèrement, sans me tromper, que plus de la moitié du parcours d'achat a été fait avant qu'un premier contact ait lieu. Okay. Aujourd'hui, l'utilisateur, il va s'informer, il va lire un article, il va lire une démo, il va lire un avis, il va regarder une vidéo, il va faire ceci, il va participer à un webinaire. Ils vont prendre toute une série d'actions avant même d'être face à face avec vous, le vendeur. Et très clairement, c'est à vous de vous y adapter. Alors, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est d'abord la première question pour faire du compte, la première question auquel il faut répondre pour faire des contenus de qualité, c'est de se dire, mais qui est mon audience? À qui je m'adresse? Okay. Pour ça, un modèle très simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner quelques pistes dans une minute, mais un exercice que j'aime bien faire, c'est commencer par se demander qui est son client parfait. Fermer les yeux et se dire, mais tiens, qui est mon client parfait? Quel est le client quel est le genre de client que je veux attirer encore et encore? Et de là, on peut commencer à se dire, mais tiens, justement, quelles sont ses caractéristiques? Et par ces caractéristiques, je veux dire, si vous aviez, par exemple, 100 personnes dans une pièce, quelles sont les 2, 3 questions que vous poseriez pour savoir si cette personne fait partie de votre audience ou non? Okay. Peut-être que c'est des publics plutôt féminins, plutôt masculins, peut-être que c'est des personnes plus âgées, plus jeunes, peut-être que c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques, peut-être que c'est des personnes qui ont des enfants, qui ont une voiture, qui ont un appartement, qui habitent en ville, à la campagne, etc. Qu'est-ce qui le caractérise? Et de façon beaucoup plus importante, qu'est-ce que cette personne essaye de faire? Quel est son objectif? Quels sont ses objectifs? Mais aussi, quels sont ses problèmes? Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir se dire, mais tiens, quelle est ma solution à son problème? Et en posant ce genre de questions, ben déjà, ça va nous aider à cibler nos audiences, c'est-à-dire à cibler les personnes que l'on souhaite attirer vers les contenus qu'on va produire. On va se dire que ces personnes, mais je vais peut-être plus les trouver sur Facebook, je vais peut-être plus les trouver sur LinkedIn, elles vont peut-être plus être intéressées par de la vidéo, elles vont peut-être lire des plus grands articles, des plus petits articles, etc., etc.
mais de façon aussi presque plus importante ou tout aussi importante, c'est important de bien comprendre quels sont les objectifs que visent ces personnes et quels sont leurs problèmes. Parce que c'est quelque chose que je vous ai mis noir sur blanc ici, mais il est clair qu'aujourd'hui sur Internet, et en restant poli, je vais dire dans les heures de bureau, vos utilisateurs, votre audience, elle fait deux choses. Elle cherche des solutions à son problème et elle cherche des réponses à ses questions. Et ça va être votre rôle d'essayer de comprendre comment votre audience va, au fur et à mesure, avancer dans son processus d'achat, dans son processus d'acquisition, afin de pouvoir l'accompagner et l'amener vers l'acte d'achat le plus rapidement possible. Parce que bien évidemment, pour moi, un contenu et l'art de créer un contenu, c'est de créer un contenu qui va vous aider à faire tourner votre business. D'accord? Euh, je retire de ces actions, je ne parle pas du côté divertissement. Bien sûr que sur Internet, quand je me connecte à Netflix, oui, je suis sur Internet, mais je ne compte pas ça. Ce n'est pas quand quelqu'un est en train de regarder une vidéo sur Netflix qui va tout de suite décider d'acheter tel ou tel service, tel ou tel produit. Quoique, maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des budgets pour faire du product placement dans une série Netflix, mais bon, ça, je divague. Pour vous aider justement à mieux envisager, plutôt que de partir de ce modèle AIDA qui était cet entonnoir, où on a l'impression que par magie, vos audiences vont passer d'un état à l'autre, de l'état de l'attention à l'état de l'intérêt jusqu'au désir et à l'action. Ok? Mais ça ne marche pas, il n'y a pas une force magique qui les tire dans l'entonnoir. Personnellement, on a développé ici au sein de l'équipe, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on le schématise, mais on schématise toujours le processus d'achat comme un cycle. Parce que ça commence par le marketing, le travail de marketing, ça se prolonge avec le travail des ventes, et puis il y a tout le travail du service, de fournir son produit, de fournir son service, et de recommencer, et encore, et encore, et encore. Quelque chose qui est important aussi de comprendre aujourd'hui, c'est que le processus d'achat, il est de plus en plus chaotique. Et quand je veux dire chaotique, je ne veux pas dire mauvais, je veux juste dire que on peut très vite passer de l'un à l'autre. On peut faire des bonds en avant, on peut faire des bonds en arrière, et l'idée du cycle et de tous ces tourbillons le représente, à mon avis, beaucoup mieux. Et si je veux creuser ces 8 étapes maintenant brièvement avec vous, euh, c'est pour vous aider à concevoir les contenus, à réfléchir au contenu, parce que la question pour moi n'est pas tellement s'il faut faire du texte ou des vidéos, parce que la réponse c'est il faut faire les deux. Parce que certes, une partie de votre audience va peut-être plus réagir à la vidéo, une partie de votre audience va peut-être plus réagir au contenu. Maintenant, il faut aussi rester réaliste, ok, savoir qu'on ne peut pas tout faire. Et peu importe que vous fassiez les contenus, que vous créez les contenus vous-même, que c'est vous qui allez vous relever les manches et rédiger les contenus, faire une petite vidéo en interne, faire un petit montage, ou que vous alliez déléguer ça à une agence, à un freelancer, à un indépendant, des choses comme ça. Euh, pour moi, vraiment, aujourd'hui, je veux vous aider à visualiser le type de contenu que vous pouvez produire et quels sont les objectifs de chacun de ces contenus. Je rajoute cette idée d'objectif où pour moi, il est évident qu'un bon contenu, c'est un contenu qui a un et un seul objectif. D'accord? Comme par exemple, je prends toujours l'exemple d'un email. Ok, un email, c'est un contenu. Mais un email, il y a un titre. Le titre de l'objectif, le titre de l'email, pardon, a un et un seul objectif, que l'utilisateur, que la personne qui le reçoit, l'ouvre. Et le contenu de l'email doit avoir un et un seul objectif, que la personne fasse le clic. Ça va déjà être très difficile d'aller chercher ce clic. Alors si en plus de ça, on fait un email dans lequel on propose 6 produits différents et 25 messages tellement longs que votre Google, votre Gmail coupe le message au mieux et qu'on ne voit pas la deuxième partie, fatalement, vous ne répondez pas à cette problématique d'apporter de la valeur ajoutée à vos audiences et de répondre à leurs problèmes et de les aider à accomplir leurs objectifs. Mais bon, euh, je reviens ici sur les 10-12 dernières minutes qui nous restent, sur ces différentes étapes. Et ces différentes étapes, je vais les passer succinctement et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler quand on met ça en pratique avec les outils qui vont avec. D'abord, il faut savoir qu'une grande partie de notre audience
n'a pas forcément encore pris conscience de son problème. Okay, je prends souvent l'exemple, par exemple, on travaille pour une entreprise qui fait du stockage d'œuvres d'art. Ben, quelqu'un qui peut avoir des œuvres d'art n'a pas encore forcément conscience du problème parce qu'il n'a pas prévu de déménager, que pour l'instant, il a assez de place pour mettre ses tableaux à son mur et qu'il n'est pas encore confronté à un problème. Ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'être en contact avec eux. Et c'est ce que j'appelle dans cette première phase, dans cette étape de sensibilisation. Des gens peuvent rester insensibles à vos problématiques pendant longtemps, même si un jour ils peuvent y devenir sujets. Ok. Là-dessus, très clairement, votre audience est passive et les contenus que vous allez produire, c'est un petit peu comme des hameçons que vous allez mettre ou des contenus éducatifs que vous allez pousser sur les réseaux sociaux principalement euh, pour vous faire voir, pour sensibiliser les gens aux problématiques. On pourrait très bien imaginer, si je pars d'un côté plutôt business, une responsable des ressources humaines qui fait ses fiches de paye avec un tableau Excel et qui pour elle, pour lui d'ailleurs, ça lui paraît tout à fait normal. Ben, si moi, je suis un éditeur d'un logiciel de ressources humaines où je vais justement euh, euh, permettre à cette audience de faciliter le travail, de gagner beaucoup de temps, ben, je vais essayer de les toucher là où ils sont. Je vais essayer de les toucher là où ils sont avec des messages. Je ne vais pas essayer de leur vendre directement. Ils ne sont pas encore en train d'acheter. Okay, mais je peux essayer de les sensibiliser sur le fait du gain de temps. Je peux peut-être lui partager un template justement Excel qui va l'améliorer, qui va lui permettre de faire le premier pas vers ma solution, etc., etc. Ensuite, cette deuxième étape, c'est l'étape que j'appelle de la conscience. On va être honnête, ou en tout cas, je vais me permettre d'être honnête avec vous. Euh, j'ai conscience de différents problèmes, que ce soit à la maison. Je sais que dans ma chambre, j'ai une plainte à recoller derrière le radiateur. J'ai conscience aussi de différents problèmes, peut-être dans mon entreprise, où je sais qu'on a un problème sur notre outil de gestion du temps, où le reporting n'est pas à la hauteur de ce de ce que j'aimerais. Néanmoins, ça fait peut-être des mois que je suis au courant de ces problèmes-là et je ne les ai pas encore résolus. Pourtant, j'aime bien, je suis un homme d'action. Évidemment, j'ai conscience de ce problème et pourtant, le déclencheur n'est pas encore arrivé. Et cette phase de j'ai conscience d'un problème, mais je ne suis pas encore activement en train d'essayer de le solutionner, eh ben, ça va être notre rôle en tant que communicant d'alimenter, d'aller donner des pistes et d'aller jeter des bouées de sauvetage pour essayer que ces gens passent à l'action. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence avec la troisième étape qui est dans cette phase d'éducation. Petite chose que j'ai oublié de préciser, mais évidemment, ce parcours, vous voyez bien, ce parcours d'utilisateur, il se construit comme comme la construction dans la décision humaine, qui part d'abord du bulbe rachidien, ici, hein, le cerveau reptilien, comme on l'appelle, qui est ce qui va nous déclencher les réflexes de curiosité ou de fuite. Et puis, au fur et à mesure, ça va se rationaliser. L'éducation, cette troisième phase, cette phase d'éducation, on la caractérise au niveau marketing par la première recherche active. Okay, au moment où une personne va sur Google et recherche euh, panneaux photovoltaïques ou rentabilité panneaux photovoltaïques Luxembourg sur Google, on peut dire qu'elle est dans cette phase d'éducation. Elle veut s'éduquer, elle veut résoudre son problème, elle a un objectif. Elle se pose la question si elle va installer des panneaux photovoltaïques sur son toit ou au fond de son jardin, et elle commence à s'éduquer. Cette phase d'éducation, bien évidemment, maintenant, ça va être notre rôle. Comme je le dis dans mon exemple, cette personne n'est pas encore en train d'acheter des panneaux photovoltaïques, elle n'est pas encore en train de chercher un installateur, elle est simplement en train de s'éduquer sur différents éléments. Et ça va être très important dans votre politique de création de contenu, c'est de créer des contenus qui répondent aux questions de vos utilisateurs. On avance, la personne s'est éduquée et elle commence à faire des recherches plus précises, elle commence à considérer différentes solutions à son problème ou, pour l'exemple du photovoltaïque, peut-être différents installateurs. Si je continue, c'est à ce moment-là, dans la considération, qu'elle va prendre contact. Elle va prendre contact, par exemple, avec ses différents évaluateurs pour entrer dans cette phase d'évaluation où elle va recevoir les offres. Là, on n'est peut-être plus dans le marketing, on est plutôt dans la partie vente. Mais les contenus sont bien évidemment, ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas une barrière magique où on arrête de produire des contenus une fois que votre audience est en face d'un vendeur plutôt qu'elle est en face de son écran ou sur son téléphone portable. Dans cette phase d'évaluation, ben, par exemple, votre template d'offre, votre packaging,
Des choses comme ça sont très importantes. Et pour moi, c'est également des contenus. Et puis, juste pour finir rapidement, il y a encore 3 étapes que je vais passer en revue plus brièvement. C'est premièrement de ne pas oublier que à la fin de la phase d'évaluation, votre audience va avoir pris une décision. Et il va falloir la rassurer. Parce que l'esprit humain prend d'abord des décisions émotionnelles qu'il rationalise par la suite. Et la rationalisation, ça va être les certifications, ça va être partager un case study, ça va être lui présenter des témoignages de clients satisfaits, etc., etc. Et à la fin de cette phase de rationalisation, une décision est enfin prise. C'est quelque chose qui arrive moins dans le B2C que dans le B2B, mais très clairement, il n'est pas étonnant pour moi-même ou certains de nos clients, euh, cette phase de décision, elle peut parfois un petit peu prendre longtemps. Vous savez, c'est ce trou noir entre la personne a pris la décision, elle a reçu l'offre, elle nous a dit qu'elle allait signer, mais elle ne l'a pas encore signé. Et il y a peut-être des contenus à produire aussi à ce moment-là. Ça y est, la personne a signé, on est content, il y a du business qui est rentré. Néanmoins, il y a cette dernière étape, ce que j'appelle la livraison. C'est la vie courante où on va continuer à communiquer, on va continuer à créer du produit pour aller faire de l'upsell, pour faire du cross-sell et tout simplement peut-être pour transformer nos consommateurs en ambassadeurs. J'avance un peu vite. Si vous avez la moindre des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez toujours m'envoyer un email. Je sais que je vais vite, mais 25 minutes, c'était un challenge. Au final, tout ce que je vous parle ici, c'est que l'art de créer des bons contenus, en fait, c'est de s'inscrire dans une démarche où on veut fournir une meilleure expérience à nos clients. Et l'expérience à vos clients, une fois que je vous invite à créer le modèle que je viens de vous partager rapidement. On va vous partager les slides, bien entendu. Et pour identifier les différents contenus et les différents outils. J'ai mis ce slide qui, je sais, est très chargé. Vous êtes tous maintenant, c'est malheureux, je ne vous vois pas par caméra, mais je suis absolument persuadé que vous êtes en train de vous plisser les yeux pour essayer de tout lire. On va vous partager les slides. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une politique de contenu, c'est à ça que ça ressemble. OK? Je vais regarder ici. Ouais, vous voyez ma souris ici. On va voir ici qu'on va aller se positionner sur du vidéo marketing. On va ici gérer de l'email, mais un email que l'on envoie à quelqu'un qui est en train de s'éduquer ou qui est en train d'évaluer la solution, on va peut-être pas envoyer le même contenu. Dans cette phase décisionnelle, votre offre est un contenu qui est important. Dans une phase de sensibilisation, évidemment, les réseaux sociaux vont être très importants. Alors, on va peut-être commencer les réseaux sociaux ici par faire de la pub. On va pousser nos messages auprès des audiences selon les caractéristiques qu'on aura établies. Et au fur et à mesure, on va, une fois qu'ils auront commencé à prendre conscience, on aura peut-être réussi à ce qu'ils suivent notre page. On va pouvoir leur repartager les contenus pour les aider à s'éduquer sur des nouveautés, sur des actualités, sur différentes choses qui se passent dans notre métier, etc., etc., etc. Dernière petite, je pense que encore dernière petite pépite que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, c'est une structure type. Et cette structure type, de nouveau, c'est quelque chose que j'ai conçu me basant sur la façon dont la décision, les réflexions humaines se déroulent. Typiquement, vous allez envoyer les gens vers une page qui présente l'un de vos services. C'est un contenu, et c'est un contenu très important, vu que les contenus que vous allez mettre sur Facebook, les pubs que vous allez faire, les contenus que vous allez partager sur votre blog, la vidéo que vous allez aller mettre sur YouTube, le webinaire que vous allez animer, bah, au final, vous voulez que les gens ils arrivent chez vous et vous voulez qu'ils passent à l'action. Et pour passer à l'action, bah, j'aime bien partir de cette structure qui certes est flexible et qui c'est à vous de l'adapter en fonction de vos us, de vos coutumes, de vos audiences, de vos messages, etc. Mais je pense que c'est très bien de toujours partir de cette structure pour vous forcer en fait à vous mettre dans les chaussures de vos utilisateurs, de votre audience. Et votre audience, quand elle va arriver en face de votre contenu, que ce soit sur son téléphone, sur son ordinateur, voire même ailleurs, les premières questions qu'elle va se poser, de façon peut-être égoïste, mais en étant réaliste, c'est de se dire, ben, tiens, qu'est-ce que j'obtiens? Est-ce que cela me correspond et avec quelle facilité je peux l'obtenir? Et ces 3 questions-là, en fait, on va essayer d'y répondre dans les 2-3 premières secondes, parce que c'est la réponse à ce premier point, à ces 3 questions ici, qui vont vous donner
les 20 ou les 30 ou la minute, les 30 secondes ou la minute d'attention supplémentaire. Ensuite, j'aime bien mettre le doigt sur le problème. Qu'est-ce qui va mal avec ce que je fais actuellement? Montrez à vos audiences que vous avez compris les problématiques dans lesquelles elles se trouvent. N'essayez pas tout de suite de lui vendre quelque chose. Faites en sorte que votre audience arrive sur l'un de vos contenus, se dise: ah ben tiens, c'est à moi qu'il s'adresse. Nom de Dieu, ce problème-là, mais c'est exactement mon problème. C'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à dire ce que vous avez pour ce que vous pouvez leur apporter. Et je vous invite à toujours essayer de présenter des caractéristiques sous forme de bénéfices. OK? Votre audience n'est pas forcément en train de chercher à voir le détail technique de vos offres ou vraiment les caractéristiques, la taille. Ce n'est pas à ce moment-là que ça intervient. Ici, on veut vraiment parler en termes de bénéfices. Qu'est-ce que cela apporte et en quoi est-ce que ce que vous leur proposez va les aider à résoudre leurs problèmes. Ensuite, ben, vous avez capté l'intérêt de vos audiences, elles se disent: ah, ils font tout ça, ok. La prochaine question de l'esprit humain va être: pourquoi est-ce que je devrais leur faire confiance? Et c'est le bon moment ici de mettre en avant un témoignage, le témoignage d'un de vos clients, encore une autre forme de contenu, de mettre en avant peut-être le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément un contenu, mais c'est une preuve que si vous avez 6000 personnes qui vous suivent sur Facebook, c'est que vous ne devez pas dire que des bêtises. Enfin, euh, quand ça s'y prête, c'est le bon moment pour enlever le risque. C'est le côté, c'est: ah, je doute encore. Eh ben, ça peut être une démo gratuite, ça peut être un premier appel sans engagement, ça peut être un retour de produit à notre charge, différentes choses comme ça. Je suis bien conscient que ce dernier point ne s'applique pas tout le temps. Et pour finir, ben, c'est seulement à ce moment-ci qu'on va leur proposer une prochaine action. Et cette prochaine action, ben, ça peut aussi être une forme de contenu. Ça peut être un webinaire, comme Carmen l'a fait au début en vous invitant à aller bloquer une session avec l'un de ses collègues. Ça peut être de télécharger un contenu, ça peut être de prendre un rendez-vous, ça peut être tout simplement d'acheter. Ça peut être absolument tout ce qu'on envisage, et ça va marcher à partir du moment où on a suivi ces différentes étapes et vous avez répondu aux préoccupations de vos audiences. Je m'appelle Laurent Maillard. Je pense que j'ai même tenu en 24 minutes. Il me reste encore 1 minute selon mon chrono ici. Je suis à la tête d'AdoraWeb depuis bientôt depuis 8 ans. On aide des entreprises de toute taille à se dépatouiller dans tous ces méandres du marketing digital avec une promesse très simple: c'est que notre objectif va toujours être de rapporter plus qu'on coûte. C'est ça le marketing. D'accord? Si vous avez la moindre question, je reste avec vous pour la suite et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vais maintenant repasser la parole à Carmen pour qu'elle puisse introduire le prochain interlocuteur. J'espère que ça vous avait été utile, et pour des feedbacks, des questions, vous pouvez me contacter directement sur mon mail personnel à laurent@adoraweb.lu. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les écrire dans le chat et on va encore à la fin quelques minutes pour les répondre. Alors, je vais maintenant donner le mot à Madame Siebeneller pour son témoignage. Bonjour, bonjour à tous. Merci que je peux participer. Tout d'abord, je m'appelle Nathalie Siebenaler. Je suis styliste créatrice de la marque by Siebenaler. J'ai aussi fait mon brevet de couturière en 2012 ici au Luxembourg. Je suis personne physique indépendante, donc je travaille tout seul. Juste pour vous expliquer tout vite ce que je fais. Bon, j'ai un atelier sur mesure, donc je travaille des robes sur mesure, des robes de mariage, robes d'événements, mais aussi des vêtements pour le quotidien. Donc, en fait, ce que la cliente ou le client souhaite. D'un autre volet, je fais des imprimés que je travaille avec des photos, des dessins que je retravaille sur ordinateur, et après c'est imprimé dans des séries limitées sur des foulards, des écharpes, aussi sur des vêtements. Et voilà, les foulards, les écharpes, je les vends aussi dans mon shop en ligne. Et par contre, les robes, c'est toujours sur mesure, donc là, il faut prendre rendez-vous dans mon atelier.
Et voilà, les social media, j'utilise, bon, bien sûr, depuis quelques années, mais c'est pas évident voilà, pour trouver le bon contenu, etc. Mais une fois qu'on est dedans, ça va quand même. Mais ça prend pas mal de temps. Euh, donc, ce qui est quand même, bon, j'essaie d'augmenter progressivement ma clientèle et aussi les abonnés pendant deux volets. D'une part, j'essaie, si j'ai des contenus, de les promouvoir, bon, avec toujours un petit budget, et de les promouvoir dans certaines périodes de l'année. Par exemple, pour la fête des mères, comme je vends des foulards, ben, pendant cette période-là, j'essaie de promouvoir les posts parce que je pense là, j'ai plutôt la chance de sensibiliser ma clientèle un peu plus pour mes produits. Voilà, et bon, au fur et à mesure, je remarque aussi que ça aide quand même qu'il y a toujours de nouveaux abonnés qui me suivent, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et aussi à la fin du compte, même si c'est pas directement, mais qui me contactent quand même et qui achètent aussi des produits. Bon, d'autre part, j'essaie bien sûr de créer régulièrement des contenus qui sont intéressants. Donc, pour moi, en tant qu'indépendant, bah, les réseaux sociaux sont des moyens très simples pour communiquer. Bon, comme je peux le faire moi-même et comme je n'ai pas besoin de les payer, au moins que je fais des promotions, etc. D'autre part, pour l'instant, il y a des différentes apps qui sont gratuites qui aident aussi à gérer tout ça, comme le Business Suite avec qui je travaille beaucoup bah, parce qu'il connecte Instagram et Facebook. Donc, on peut créer son contenu sur Instagram et c'est directement partagé sur Facebook. Et aussi, ce qui est plus simple, si on reçoit des messages, soit par Facebook, soit sur Instagram, bah, qu'on voit directement où les clients ont écrit et qu'on est capable de réagir et de répondre directement à leurs besoins. Voilà. Et je pense que c'est quand même devenu un tool indispensable de nos jours pour faire de promouvoir son entreprise à travers les social media. Et voilà, donc pour les posts eux-mêmes, j'essaye une ou deux fois par semaine de créer des posts, même si c'est pas, je sais que normalement il faut faire plus de posts, mais bon, c'est comme je dis, comme je fais tout moi-même, c'est parfois difficile à faire tout. Donc, comment je collecte mes posts? Là, je vais aussi vous montrer, je vais switcher sur l'écran. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Ah, voilà. Voilà, ça c'est tout le contenu que j'ai créé maintenant, où on a un bon overview de tous les posts que j'ai fait, aussi la réaction des gens, etc. Voilà, donc je cherche toujours, oui, à trouver des différents contenus. Donc j'essaie dans mon quotidien, pendant ma journée de travail, de penser à faire des photos et de trouver des choses intéressantes pour montrer. Par exemple, ici, où quelqu'un m'a pris en photo où j'étais en train de draper un top, ou parfois simplement, comme ici, des outils que j'utilise ou de la matière voilà, que je prends en photo et par après, voilà, je cherche à trouver un texte qui est intéressant. Donc, c'est souvent spontané que je fais les photos. Par contre, oui, de temps en temps, il faut aussi créer des vidéos. Là, par contre, oui, je les programme et
je me prends du temps pour créer les vidéos. Voilà. Après, pour ce qui concerne les hashtags, pour moi-même, bon, j'ai cherché pour trouver des hashtags qui correspondent à ce que je fais. Donc, j'ai dans mon portable, dans mes notices, j'ai tous les hashtags qu'il me faut. D'un côté pour les robes de mariée, d'autre côté pour les foulards, où je fais simplement copy-paste en dessous des posts, voilà, pour que ça va plus vite. Et de temps en temps, bien sûr, j'ajoute encore d'autres hashtags, d'autres mots qui pourront être intéressants et utiles. Oui, un autre volet sur Instagram sont aussi les stories qui sont de plus en plus utilisés. Et là, effectivement, c'est pas évident de s'habituer parce que oui, il faut aussi se présenter soi-même et ça, c'est un peu difficile si on n'est pas habitué de parler directement dans son portable. Mais bon, là aussi, on s'habitue une fois qu'on a aussi fait quelques vidéos comme ça avec le temps, ça devient plus facile. Les stories, j'utilise aussi, voilà, soit pour faire les abonnés sensibles à un nouveau post que j'ai partagé, ou si j'ai peut-être des images ou des images de nouvelles collections, mais qui sont des images que je ne veux pas nécessairement avoir sur mon wall. Parce que dans les stories, les photos ne sont pas gardées. Et ce que je fais aussi, c'est de temps en temps intégrer des posts personnels. Comme j'ai remarqué que les abonnés, surtout si on est une petite entreprise, ils veulent quand même savoir avec qui ils ont affaire. Donc, c'est pas évident, mais c'est parfois très utile voilà, de montrer, bon, pas beaucoup, mais de temps en temps, montrer un peu, voilà, de sa vie quotidienne. Oui, et ce que je voulais dire d'autre, oui, pour travailler avec Instagram, j'utilise différentes apps qui sont gratuites comme la Business Suite, mais aussi il y a encore un programme qui s'appelle Canva. Par exemple, ici, sur Canva, on a des layouts gratuits qu'on peut utiliser et où on peut changer juste le texte et les photos. Et comme ça va très vite pour adapter son propre contenu et pour avoir quand même un graphique intéressant pour montrer. Oui, il y a encore un programme pour les vidéos qui s'appelle InShot, qui est aussi gratuit, avec lequel je travaille pour créer des vidéos, en fait, pour accompagner la vidéo avec la musique, etc. Voilà. Bon, ce qui peut aider aussi, c'est bien sûr il y a de temps en temps, il y a des actions d'entreprises locaux pour taguer un entre l'autre. Et aussi, si on travaille avec d'autres entreprises, ce qui est très utile, c'est vraiment de taguer les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, parce que comme ça, on peut créer aussi un peu une plus grande visibilité. Et là aussi, j'ai déjà remarqué que voilà, si une fois on est là-dedans et de temps en temps il y a des actions comme ça, que ça aide quand même d'avoir des nouveaux abonnés, etc. Et d'avoir d'autres gens qui te suivent et voilà, qui remarquent tes produits et qui commencent à s'intéresser à tes produits, même s'ils ne s'achètent pas directement. Mais voilà, c'est d'abord, ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'on fait et si ce qu'on fait peut être intéressant pour eux. Et en cas où ils ont besoin d'un tel produit, au moins, ils se souviennent avec un peu de chance de toi et se disent, voilà, je vais acheter chez tel et tel fournisseur. Euh, voilà. Après, bon, sur Facebook, il y a aussi le shop que j'utilise. Bon, là, j'ai aussi euh, j'ai j'ai le mis en ligne moi-même, comme j'ai
beaucoup de différents produits qui changent souvent comme ce sont toujours des séries limitées. Voilà, là, je dois trouver. Voilà. Donc là aussi, ça prend pas mal de temps pour le faire, mais bon, je dirais ça vaut quand même le coup parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui chopent directement sur Instagram ou qui voient un produit sur Instagram, qui cliquent dessus et comme là, ça peut être très intéressant d'avoir le lien direct sur son shop en ligne pour que les gens achètent. Et en plus, si on a le shop intégré sur Facebook, Instagram, si on fait les contenus, si on crée les contenus, on peut taguer les produits comme ça, les clients, ils peuvent directement avoir accès aux produits. Voilà. Bon, en résumé, je peux dire le pro, ce qui est bien pour Instagram et Facebook, c'est vraiment de voir croître le nombre d'abonnés et aussi d'avoir une plus grande clientèle, même si ça prend du temps. Et c'est aussi un moyen de rendre les gens plus sensibles à son métier. Bon, d'autre côté, ça prend pas mal du temps. Voilà, donc il faut se prendre un peu le temps et se mettre un peu dedans pour y arriver. Mais voilà, je dirais que c'est à la fin du compte, c'est vraiment un outil indispensable et vraiment utile si on veut avancer dans, dans son entreprise et de montrer ce qu'on en fait. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu comment on peut travailler avec. Et voilà, je vous remercie. Merci pour les explications. Alors, je vais aussi tout de suite donner le mot à Monsieur Tyne et Monsieur Demer. Et s'il y a des questions, on va les répondre à la fin. Bonjour, moi je m'appelle Gérard Tan, donc je suis directeur de l'entreprise de construction Bonaré Frères d'Esch-sur-Alzette. Et donc à mon côté, donc, dans la même discussion, on a Richard Dema. Peut-être que tu peux te présenter. Oui, bonjour tout le monde, merci Gérard. Je suis gérant de la société Cloner. Nous sommes revendeurs pour les pièces détachées pour tout véhicule utilitaire, bus, tracteur, engin. Et, et je suis ici avec Gérard pour expliquer notre stratégie de branding et de marketing digital. Oui, donc moi je prends d'abord la parole et ensuite Richard il va suivre. Donc nous on est une entreprise moyenne, donc de 150 personnes. Donc dans le BTB et avant donc on avait Madame Zibnala donc qui est indépendante et où en fait oui donc tout ce qui est LinkedIn, Facebook et Instagram sont très importantes et aussi chez nous donc j'ai repris en fait l'entreprise en quatrième génération donc d'une ancienne génération et donc là en fait tout ce qui était de présentation vers l'extérieur en digital n'existait pas donc ça aussi avec la crise Covid ça a pris du temps libre pour faire ça donc tout Instagram, tout Facebook et aussi donc LinkedIn, ce qui est important sur une chaîne pour une entreprise comme nous pour avoir les liens vers les autres fournisseurs et les clients, les architectes, les ingénieurs, donc avec lesquels on travaille. Ils sont un peu moins sur Facebook. Sur Facebook, on a surtout clientèle en fait privée. Et sur Instagram, c'est un peu la clientèle un plus jeune. Et c'est comme Madame Zibnala elle a dit déjà, donc c'est très important. Donc moi-même, je m'en occupe aussi, donc ça prend beaucoup du temps, même si je suis aussi donc directeur gérant. Mais bon, une autre étape, si on veut agrandir encore plus, donc là on doit engager en fait quelqu'un d'externe. Mais je pense qu'au début, c'est très important de rester authentique et de pouvoir donner une image de son entreprise qu'on veut aussi que l'autre il ressent. Donc, ça doit être une âme dans vos posts, soit ce que sont des vidéos ou des posts directs. Mais ce qui est important, c'est chaque fois que c'est quelque chose qui fait aussi, qui fait que celui qui est en face de l'autre ordinateur, qu'il soit
donc qui veut faire un clic, qui veut voir qu'est-ce que c'est, par exemple, sur nous, donc des clics qui étaient assez importants. Par exemple, il est printemps dehors, on a construit des piscines, on fait un post de piscine, et du coup, donc directement, les gens, ils disent, OK, soleil, je veux une piscine, je veux une piscine. Donc, on ne peut pas mettre une piscine, je dis, en plein hiver ou quelque chose comme ça. Directement, on ne peut pas commencer. Et de l'autre côté aussi, c'est un peu, il faut savoir, oui, notre geste de choses, c'était une fois le tornado à Bacharache, quand il a passé Bacharache et Pétange, donc la ville de Pétange, donc une catastrophe. Et en fait, nous, on fait un service d'urgence 24/24 avec des équipes. Donc, on est les seuls dans le sud du pays qui font ça. Et c'est aussi une fois pour montrer qu'on n'est pas seulement là pour construire des maisons ou des routes, mais qu'on est aussi là pour aider au public. Et aussi, donc là, nous, on était les premiers sur place avec l'armée pour faire cela. Et donc, du coup, aussi, les gens, ils se rendent compte de ce qu'on fait. Donc, ça donne aussi l'image vraiment authentique d'une entreprise. Et c'est aussi là où on reçoit aussi donc, des clics. Et si on reçoit des clics, on peut aussi les inviter à faire liker en fait sa page. Sinon, tu peux juste faire en fait un sponsoring, oui, mais un sponsoring, c'est toujours juste avec de l'argent et c'est pas l'authenticité. Ce qui est aussi, par exemple, sur Bonaria Frères, donc sur Facebook, je l'ai nommé Bonaria Frères, mais sur Instagram, je l'ai nommé notre site Bonaria Brothers. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus jeune, donc Instagram, c'est plus jeune, donc là, il y a beaucoup plus directement toujours des vidéos où, avec les machines, avec les concasseurs, avec donc aussi avec la musique derrière, toujours qui est un peu plus rock, qui fait en fait un peu aussi de la pub pour notre métier. Donc on doit aussi être fier toujours, on doit toujours être fier de son métier, mais aussi ce qui a déjà été dit, il faut toujours aussi donc dans ces clips faire de la musique et aussi faire un filtre dessus. Ça peut se faire par des apps professionnelles, mais aussi Instagram a déjà 12 filtres qu'on peut mettre aussi dessus avec des GIFs. On peut parfois mettre des gens qui font des petits GIFs, mais c'est un peu pour avoir directement, oui, donc que le client ou la personne en face de lui, il soit directement intéressé en fait ce qu'on fait. Et le retour, il est aussi bien parce que je dis souvent, donc, ils font donc directement des commentaires en dessous et je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Oui, donc sur LinkedIn, là, c'est plutôt des textes explicatifs, donc plutôt aussi de la média, donc des articles. Donc, oui, on doit un peu changer aussi, je dis, on doit parfois être plus strict avec les clients professionnels, mais avec les privés, il faut rester authentique. Et une chose qu'on vient de faire maintenant aussi dans la crise, c'est donc Richard Demeur, donc de Clownard, il est venu avec ça. C'est en fait un podcast et ce sont en fait maintenant les podcasts qui reprennent un peu aussi pas seulement maintenant le privé, mais aussi les métiers. Et c'est là en fait où on s'est mis ensemble. Et on a aussi un peu parlé donc des difficultés de la crise et aussi de notre entente. Donc, Richard Demar de Clownard, il est un fournisseur de moi-même, donc dans les camions. Et c'est comme ça qu'on peut faire des ententes. Et comme Mme Zimla elle a déjà dit, il faut travailler ensemble. Il n'y a pas de la concurrence dehors. Donc, si on crée plus de tech et de like et aussi qu'on montre ce qu'on fait, donc c'est pas que l'autre, il va copier la même chose. C'est toujours je dis, il faut rester toujours concurrentiel, donc il faut toujours avancer. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un, il voit quelque chose, il va le copier. S'il va le faire, il va le faire. Mais c'est là, il faut toujours rester créatif par des gens aussi qui ont en fait aussi la créativité dans la tête. Et je pense que là, Richard, avec lui, donc, qu'on a fait des podcasts assez oui, intéressants. Et peut-être que toi, tu peux parler là un peu dessus. C'est ça, c'est ça. Merci Gérard, oui. Je me sentais déjà comme une personne très créative, mais merci de l'avoir confirmé encore une fois. Donc, c'est vrai que pendant la phase du Covid et du confinement, on a dû être très créatif en ce qui concerne le contenu.
Donc, bon, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram et Facebook. Bon, j'essaye dans mon discours, j'essaye un peu de décrire toute notre stratégie dans les réseaux sociaux, font seulement une petite partie. Donc, pour ajouter un peu de contexte, Gérard a dit qu'on vend des pièces détachées pour ces camions. Bon, mais ce n'est pas seulement les camions, c'est aussi pour des bus, pour des voitures, pour des camionnettes, mais on a aussi toute une gamme d'outillage qui est plus visée pour le B2C. Donc pour nous, ce qui est le plus challenging, c'est de bien trouver l'équilibre entre une communication B2B et une communication B2C. Ce qui n'est pas toujours facile. Bon, en fait, c'est jamais facile parce qu'il y a vraiment les attentes des deux groupes sont vraiment tout à fait différentes. Bon, pour ajouter du contexte, bon, moi aussi, je suis la 4e génération de gérance dans la société Clonaire. Mes parents ont repris la société dans 82. J'ai commencé en 2011 et c'est vrai, comme Gérard vient de le dire, la représentation digitale ou le marketing était inexistant. Il faut vraiment battre et changer la mentalité des gens pour créer du contenu organique. Et c'est bien ça ce que Mme Ziebenaler vient de dire, que le contenu organique ou personnel, comme elle a dit, c'est vraiment ce qui tourne le mieux et c'est vraiment ce que les gens veulent voir. Donc, nos clients en général, donc nos clients comme Bonar et Frères, s'étalent sur 4 pays, avec 4 langues et avec différentes mentalités. Donc, on travaille avec les sociétés dans le transport, dans la mobilité des personnes, dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans la construction, dans la foresterie et aussi les institutions étatiques. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment des différents endroits, qu'on touche des différents endroits de l'économie luxembourgeoise et de la grande région. Et c'est hyper difficile de trouver le bon contenu pour satisfaire tout le monde. Et on commence qu'avec les langues. Avec les langues, si moi je mets quelque chose en avant en français, il y aura mes clientèles dans le nord de Luxembourg ou vers la région de Moselle qui vont nous dire « Ah, c'est pas pour nous, pourquoi est-ce qu'ils mettent tout en français ?» Si je mets des trucs en allemand, vice-versa pour les gens qui sont plus francophiles ou francophones. Et il ne faut pas oublier le luxembourgeois non plus. Donc, il faut vraiment bien distinguer et bien analyser qui est-ce qu'on veut toucher avec le contenu et qu'est-ce qu'on veut avoir comme retour avec ce contenu. Donc, nous avons changé. Bon, moi, je viens de dire que j'ai commencé en 2011, mais on a seulement changé notre stratégie de marketing en 2018 aussi parce que j'ai eu de la chance de trouver un bon startup et un bon partenaire avec lequel je peux faire et organiser tout ça. Donc, avant cette date, donc avant 2018, on va dire, nous comptons beaucoup, donc la société Clonaire comptons beaucoup sur le bouche à l'oreille au Luxembourg et notre équipe commerciale pour promouvoir nos produits et nos services. Cette stratégie ne correspondait plus avec les attentes de notre clientèle qui consomme les informations nécessairement différemment aujourd'hui qu'elle ne l'a fait il y a 10 ans. On a eu la chance, comme j'ai dit, de travailler avec PC3, un start-up qui s'est installé au Luxembourg en 2012, qui nous a aidé à faire une analyse SWOT, donc une analyse profonde sur les dangers, les opportunités, les forces et les faiblesses de notre communication externe. Donc après cette analyse, on a identifié 4 piliers sur lesquels on veut travailler. C'est un webshop B2B et B2C. C'est un système de co-branding avec nos fournisseurs pour ce que Gérard a aussi très correctement dit, pour vraiment porter nos compétences et expliquer aux gens ce qu'on fait. Et expliquer aux gens ce qu'on fait, c'est hyper cool. Et les gens qui s'intéressent sur la mécanique, la mobilité, le transport, et sont potentiellement des clients qui nous donnent des clics, qui disent « Ah, tiens, Clonaire, je n'ai jamais entendu, mais ce qu'ils font ou les produits qu'ils vendent et les services qu'ils offrent, c'est vraiment chouette et ça pourrait m'intéresser, donc je vais m'abonner. Et peut-être ça ne va pas devenir des clients, mais peut-être quand ils cherchent du boulot, ça va peut-être m'amener à embaucher mieux ou à me dire « Ok, tiens, je peux peut-être toucher des gens avec notre image plus que par un insérat dans jobs.lu ou dans le Vort comme au Luxembourg on le fait. »
Donc, le système de co-branding avec nos fournisseurs, ça c'est nécessairement aussi pour créer les revenus supplémentaires pour supporter aussi toutes ces démarches qu'on est en train de mettre en place, aussi pour augmenter notre visibilité et le professionnalisme vis-à-vis de nos fournisseurs. Et ce sont des fournisseurs avec lesquels on travaille, donc comme ZF, comme un Bosch, comme un Knorr, comme un Wabco, donc dans les pièces détachées et dans la technologie les technologies des véhicules, c'est vraiment les market leaders et les benchmarks du mondial. Donc, il faut toujours au Luxembourg leur montrer, OK, Luxembourg, c'est un petit marché, mais c'est un marché prototype où il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux véhicules qui roulent et c'est vraiment super intéressant de raconter les histoires derrière ces véhicules, comment est-ce que les clients travaillent avec, comment le service de Cloner et comment les produits des pièces détachées vont se mettre ou vont aider aux clients d'utiliser les véhicules plus rapidement, que les temps d'arrêt ce sera plus court. Et oui. C'est exactement, en fait, oui, il faut montrer en fait, son métier, son artisanat, parce que le client, il voit toujours seulement le résultat, donc, ou le fournisseur aussi, donc ils connaissent pas le travail, en fait, ou parce que je dis nous, non, aussi maintenant, bon, Bonaria, je dis, on se connaît dans le sud, mais dans le reste du pays, on connaît pas. Cloner, on connaît beaucoup plus vraiment tout ce qui est métier lui-même, et je pense aussi les autres artisanats, souvent, donc, oui, il faut un peu Voilà. donc taguer tout le monde autour, le montrer et aussi faire des shares. Donc il faut essayer donc vraiment que aussi vos copains ou vos fournisseurs qui font des shares, il faut aider l'un à l'autre. Donc LinkedIn, bon, Facebook et Instagram, ils sont déjà assez intelligents que les likes, en fait, ils ne les montrent plus. Donc ça, c'est déjà une forme qui est moins importante. C'est surtout les shares où on voit en fait après la dispersion. S'il y a beaucoup plus de shares en fait de ces commentaires, que là, on voit beaucoup plus. Mais je pense que c'est important vraiment de montrer notre chaîne de production d'artisanat aussi donc et de promouvoir nos métiers d'artisanat, de la mécanique je dis donc comme Madame Zimnaler dans le métier du vêtement. Donc chaque métier, je pense qu'il est beaucoup plus valorisé avec toutes les petites histoires que chacun fait. Et que je pense que tout ça aussi valorise l'artisanat et notre métier, je pense. Ouais, juste pour vous donner une idée, un post organique, donc on essaye dans notre décompte annuel, on essaye de faire 100 posts organiques par an. Et un post organique pendant une semaine va nous amener jusqu'à 30 000 clics sur Facebook et avec toutes les shares que Gérard vient de nommer. Et un post générique dont on fait 300 par an va nous amener à 500 clics, ou à 500 views, pardon, 500 views ou 600 views. Donc, c'est vraiment seulement prendre, comme Mme Zibner l'a dit, prendre le téléphone parfois et expliquer ce qu'on fait, expliquer si on voit quelque chose d'excitant, d'exciting, ce qu'on est en train de faire. Les gens, ils aimeraient toujours bien voir les membres de notre équipe, pas nécessairement toujours le responsable, mais aussi les membres d'équipe qui est la face derrière le service qui est utilisé chaque jour. Ça, c'est aussi très, très important. Et là, on revient sur le changement de mentalité. Parce que si on travaille dans une société dans la deuxième ou la première génération, deuxième, quatrième génération, avec une mentalité à l'intérieur de la société qui est plutôt sécrétive, donc qui est plutôt la meilleure pub, c'est de faire notre boulot d'une manière professionnelle. Mais ce n'est plus le cas, hein. Il faut montrer comment on le fait. Il faut dire aux personnes que ce n'est pas une punition de te demander maintenant de raconter ou de parler un peu sur ce que tu es en train de faire, mais c'est bien pour toi, c'est bien pour la société et tu te valorises toi-même si les clients t'appellent et pour dire « Ah, j'ai vu sur Facebook ou j'ai vu sur Instagram ce que tu es en train de faire, c'est vraiment top, c'est vraiment chouette. » Alors les gens, ils viennent au travail encore avec une autre motivation, j'ai eu l'impression. Donc, chaque fois où j'ai eu succès à dire à quelqu'un qui travaille ici pour nous de faire un post lui-même en expliquant son corps de métier ou ce qu'il fait dans notre société, il était toujours très content. Bon, il était nerveux nécessairement jusqu'au début parce que
De parler devant une caméra, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment très intéressant de voir la transformation de ces personnes et aussi quand ils font un déclic pour dire ah oui, c'est vrai que ce qu'on est en train de faire, c'est en fait pas trop mal. Mais cette restructuration nous prend beaucoup d'énergie, mais ça donne aussi ça donne aussi beaucoup de plaisir de le faire, hein. Je crois que c'est indispensable pour nous de réaliser ce changement pour rester compétitif dans le retail pour les prochaines années, parce que c'est pas seulement de vendre des vis et des écrous, mais aussi de vendre l'image de la société et du marketplace, donc avec les différentes industries dont on travaille avec, et aussi de dire que dans la grande région luxembourgeoise, c'est vraiment des choses excitantes qui sont en train de se passer et les voici, hein. Oui, et pour finir, je voulais donc juste dire, comme Madame Ziebenaler et moi, on est en train de faire nous-mêmes donc des heures et des heures sur différents posts, etc. Donc parfois, comme chez Clownard, donc si on va plus loin, on doit aussi essayer donc par bouche à bouche à trouver une entreprise, je dis AdoraWeb et des autres, donc une entreprise qui est capable en fait, de suivre le chemin digital et peut-être encore de faire un step en plus. Ça, c'est en fait, donc, d'abord, on commence tout seul, mais ensuite, pour avoir un certain professionnalisme, donc on doit toujours rester authentique lui-même. Ça doit toujours être dans les posts, mais ensuite, pour avancer, il faut aussi donc peut-être laisser aider par la Chambre des métiers et par le e-handwerk et ensuite donc suivre le chemin. Bonne Ouais. fin de mois. Voilà, je suis tout à fait d'accord aussi avec le scope qu'on fait pour l'instant. Ce serait impossible de le faire tout seul. Aussi, les posts sur Facebook que j'ai fait en 2010 ou en 2009, comme je suis loqué sur la plateforme, c'est tout à fait différent quand on le fait maintenant. C'est devenu très, très complexe et c'est un métier pour lui-même. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements sur la manière dont on fait les choses, vous pouvez toujours m'appeler ou me faire un mail. Je suis tout à fait à votre disposition de donner plus d'explications. Et merci à la Chambre de métier de me donner l'opportunité ou de donner l'opportunité à moi et à Gérard de vous présenter en quelques mots ce qu'on est en train de faire. Merci. Merci beaucoup pour vos explications. S'il y a des questions, c'est maintenant le moment de les poser. Donc, vous pouvez les écrire dans le chat. Si vous voulez les poser à haute voix, vous pouvez aussi nous écrire une petite note et on peut débloquer votre micro. Nous avons aussi déjà reçu 2 questions. Je crois une est déjà partiellement répondue. Oui, donc moi je vois sur la langue. Donc Oui. nous, donc toujours en fait sur LinkedIn, on reste toujours dans le français. Facebook, je fais les deux, donc je fais le luxembourgeois et le français. Et Instagram, c'est en fait juste des hashtags. Donc là, il y a aucune explication. Donc là, il n'y a qu'une photo et le reste, c'est en fait, il faut juste savoir. Mais en fait, oui, Facebook, je mets les deux et LinkedIn, je reste juste dans le français. Oui, pour nous, LinkedIn, c'est anglais et français. Instagram, c'est anglais. Et Facebook, ça dépend du produit ou du service. Si ça doit plutôt viser une clientèle luxembourgeoise, on le fait luxembourgeois. Si c'est plutôt une clientèle plus internationale, on le fait en anglais ou en français. Je vois maintenant que la question, c'était pas trop seulement la langue, mais aussi le langage utilisé pour les contenus. Si quelqu'un veut élaborer. Oui, Bien donc sûr. en fait, c'est toujours sur la longueur. Donc, je dis juste, sur Instagram, c'est vraiment juste une ligne. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, donc, des hashtags qui font en fait, donc, hashtag construction, hashtag handwerk, hashtag piscine, hashtag artisanat, hashtag. Donc, ce sont plutôt des hashtags. Oui, sur Facebook, on reste quand même assez strict. Je dis 5 lignes, c'est maximum. Maximum 10 lignes, mais pas plus 5 lignes normalement parce que la personne, elle voit la photo ou les photos et elle voit un peu le texte. Et le reste, c'est surtout toujours si on fait, en fait, si on veut plus, on fait directement sur son site web, on fait un article et on fait un link
sur le Facebook, mais en fait, on fait alors le link sur sa page web, et comme ça, donc, les gens ils peuvent encore lire tout un article, si c'est vraiment tout un article à lire chez Ouais. nous. Oui, pour le langage, c'est vraiment dépendant du post. Qu'est-ce qu'on veut poster? Si on fait un co-branding avec un fournisseur, il faut déjà demander au fournisseur s'il est d'accord avec ce qu'on est en train de poster, ce qu'on veut faire. Et dépendant si on fait quelque chose sur les outils, c'est plus avec des flèches, avec des hashtags ou des petites phrases avec des points d'exclamation. Si on fait quelque chose sur LinkedIn, c'est plus élaboré, plus Mais visé pour les professionnels. juste la question de Madame Schmidt, donc je reste pas en fait je reste authentique, donc je vais pas vraiment dans le langage où je dois revérifier en fait mon mot. J'écris pas en fait à l'État une lettre officielle, donc je reste. Je fais aussi des fautes parfois. Bon, j'essaie de ne pas le faire, mais ça doit rester comme si je parle dans mon sens maintenant. Donc, yeah. Oui, Twitter au Luxembourg, c'est plutôt que au Luxembourg, c'est vraiment presque que les politiciens qui utilisent Twitter, hein. Donc, c'est Ouais, plutôt. je confirme, Gérard, on a vraiment les utilisateurs, les cibles sont pas dessus. Donc, Les journalistes moi, aussi. si je peux, oui, c'est ça. Mais je conseillerais toujours de choisir un ou deux outils, deux plateformes pour commencer purement sur les réseaux sociaux, et pas essayer d'aller faire et du Facebook et de l'Insta et du Snapchat et du TikTok et du Twitter il y en a de plus en plus qui sortent. Il y en Par a exemple, qui Luxair, sortent. maintenant, ils font aussi TikTok parce que Luxair, ils ont des jeunes qui achètent donc des tickets. Donc, eux, ils ont aussi les stewardesses qui font des TikTok. Mais je pense pas que maintenant, nous, dans l'artisanat, bon, si on a le temps, mais la chambre des métiers, elle peut le Puis, faire. Mais je pense, puis pour nous, Luxair, yeah. Luxair a aussi une force de frappe et des problèmes d'image, Yeah. purement de branding et de sympathie à aller chercher dès le début chez les jeunes. Pour que quand les jeunes de 15 ans qui sont sur TikTok aujourd'hui, les jeunes de 12 ans qui sont sur TikTok aujourd'hui, dans 10 ans, ils achèteront un billet d'avion, ils auront créé ce lien avec Luxair qu'ils n'ont peut-être pas avec Air France. À notre échelle plus humaine, ouais, déjà, Facebook, Insta pour la partie B2C, ça marche très bien. Et LinkedIn pour la partie B2C, c'est très bien pour commencer. Ok, merci. Après, nous avons encore reçu des questions dans le chat. C'est plutôt pour Madame Ziebenaler. C'est sur les logiciels que vous utilisez. Quel logiciel vous utilisez encore une fois pour la gestion des réseaux sociaux et pour les vidéos? Pour les vidéos, j'utilise le InShot. Donc, c'est aussi une app gratuite qu'on trouve sur le App Store. Puis, il y a Canva sur lequel on peut créer des layouts plutôt graphiques, soit pour après, ils ont des graphiques pour les stories, les graphiques pour les posts Instagram, pour les posts Facebook. Donc, ils ont vraiment un peu de tout. Bon, après, ils ont aussi des graphiques qu'il faut payer. Mais là, bon, on peut faire le choix de ce qu'on veut. Oui, ce sont les deux outils principaux avec lesquels je travaille pour l'instant. Et puis, oui, bien sûr, le business Facebook pour gérer en fait les deux contenus. Parce que c'est vrai pour moi aussi, je travaille surtout sur Instagram, Facebook pour l'instant. TikTok, c'est comme tu as dit, on ne peut pas faire tout. Donc, sinon, on est juste encore en train de faire ça. Et bon, pour moi aussi, je pense que ma clientèle n'est pas aussi jeune que ça vaut le coup d'être sur TikTok. Et voilà, sur Twitter, je ne suis pas non plus, comme j'ai vraiment un métier créatif donc je travaille plutôt avec les images. Et voilà. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez peut-être une fois écrire les noms dans le Ah chat oui, bien parce que sûr. c'est peut-être plus facile pour les Ah, gens. voilà. Et si je peux me permettre de rajouter un outil qui est très bien et qui coûte pas cher,
C'est un outil qui s'appelle Buffer. Buffer, il y a même un compte gratuit. Je vous l'écris aussi à tous les participants ici. Buffer. Je n'ai pas de lien commerciaux avec eux, hein, je le précise toujours. Mais c'est un outil qui va vous permettre de partager un post une fois directement, de le créer depuis un outil, de le partager sur plusieurs plateformes en même temps, sur plusieurs comptes en même temps. Et ça vous permet aussi de faire quelque chose qui est intéressant, c'est de partager un même post plusieurs fois. Il faut bien comprendre, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, je pense que ça peut être intéressant de l'ajouter à ce moment maintenant, qu'un post a une durée de vie de quelques secondes sur Twitter, de quelques minutes sur Facebook ou sur LinkedIn, même chose de quelques minutes sur Insta. Et que c'est pas forcément un problème de concevoir des posts, de les partager plusieurs fois. Si je prends l'exemple de Gérard et de ses piscines, ben, des belles photos de piscine et l'article où, M. Hein, vous avez mis sur votre site les différentes réalisations de piscine, la page vers laquelle vous voulez emmener les gens, ben, ça peut vite être intéressant, le jour où vous préparez le post, ben, de se dire, ben, tiens, et si je préparais 3 versions de ce post? Est-ce que je faisais un côté affirmatif, un côté un petit peu sur le ton de la rigolade, et peut-être une question? OK? Et comme ça, on crée 3 petits textes. Et avec un outil comme Buffer, vous allez travailler une fois et vous allez pouvoir planifier les posts dans le futur. Comme ça, vous faites le travail une fois et ce post sur l'article de piscine, une fois que les beaux jours arrivent, je ne sais pas trop, j'ai plein soleil dans la baie vitrée, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Je ne suis pas encore prêt à sauter dans une piscine. Mais plus sérieusement, comme ça, vous allez peut-être prévoir de le partager 3 fois la semaine prochaine et puis encore une fois par semaine pendant 3 semaines. Pour capitaliser un maximum sur ce que vous faites, parce que, comme l'a dit Nathalie, comme vous l'avez tous dit, ça prend beaucoup de temps, et juste poster une fois un post, bien souvent, c'est dommage, parce que toute votre audience ne va pas le voir, et vous passez à côté d'autres morceaux. Attention, c'est le côté artistique, trouver la bonne balance. Je ne vous dis pas de partager le même post 5 fois par jour, hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. Ok, merci. On a aussi encore reçu une nouvelle question, c'est comment savoir qui regarde nos posts? Quelle méthode suivre pour toucher plus de personnes sur Facebook et Instagram, surtout? D'un point de vue gestion de la confidentialité, il n'est pas possible de savoir exactement qui regarde tes posts. Okay? Je poste quelque chose, je ne peux pas savoir que c'est Nathalie et Gérard qui sont venus voir mes posts. Sur Facebook, je vais pouvoir aller le voir quand quelqu'un interagit avec mon post. Donc ça, c'est déjà une bonne façon d'identifier ça. Et des outils, je ne suis pas sûr que Buffer le fait. Je peux penser, on utilise HubSpot, mais ça, c'est un outil beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd pour faire ça, ce qui nous permet de faire du social listening, hein, de savoir, là, on peut regrouper les gens et on peut après essayer d'ouvrir des discussions avec eux. Mais pour toucher plus de personnes, ce qui est important de comprendre, c'est que si par exemple tu as 100 personnes qui suivent ta page, quand tu vas poster quelque chose, Facebook, il ne montre pas ton contenu à tout le monde. D'accord? Je suis incapable de dire s'il va montrer à 5, à 10, à 15 ou à 20. Okay? Ça, c'est l'algorithme de Facebook qui le décide. Et ça va dépendre du succès de tes posts précédents, du nombre de fois que tu postes, des gens de combien de personnes ça dépend de plein de choses, de plein de variables. Mais néanmoins, juste pour simplifier, pour l'exemple, on va dire que Facebook va montrer ton post, si tu as 100 personnes qui te suivent, il va le montrer à 10 personnes. Et en fonction, en fait, des likes, du reach, des engagements, des commentaires, des shares que tu vas avoir, eh ben, il va le partager à 10 personnes de plus, et puis 20 personnes de plus. Okay? C'est pour ça aussi qu'il est intéressant de partager le même post, ou peut-être de différentes variantes d'un même post plusieurs fois. C'est parce que quand tu vas le poster le mardi à 10 h du matin, tu vas toucher qu'une petite partie de ton audience. Et quand tu le repartageras le vendredi à 17 h, Facebook, tu vas toucher une autre partie de ton audience. D'accord? Ce qui est très intéressant, si tu veux vraiment travailler ce reach, ça va être de... Pardon, ça c'est le téléphone qui sonne évidemment au mauvais moment. Et donc, je dis, c'est de créer l'interaction. Okay? Ça peut être très intéressant de demander aux gens de donner des avis. Ça va pousser beaucoup de commentaires. Et donc, ça va te faire bien voir sur les algorithmes de Google. Tu vas pouvoir
quelque chose qui fonctionne bien aussi pour demander les avis, c'est mettez un pouce si vous êtes content et tapez dans les doigts. Parce que, tu sais, par exemple, sur Facebook, tu as plusieurs interactions, il n'y a plus que le pouce. Tu peux aussi taper, tu peux mettre un petit cœur. Et donc, tu peux demander, tiens, c'est quelque chose quand on travaille pour des marques de voitures, où on fait, tiens, vous la préférez en telle ou telle couleur. Et on va dire, mettez des cœurs pour celle-ci ou applaudissez pour celle-là. Et comme ça, tu crées de l'interaction. En fait, c'est vraiment ça que tu vas essayer de faire. Mais pour revenir à ce que vous avez, tous les trois, vous avez dit, il faut poster encore et encore et encore et encore. Comme le dit si bien Richard, voilà, il fait plusieurs centaines de posts par an. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça va créer cet effet boule de neige. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les écrire, envoyer par mail et on va les transférer aux personnes pour les répondre. Merci à tout le monde, à tous les intervenants et aussi à tous les participants. Et on espère de vous voir dans un de nos prochains événements.